Cheng Dalai a demandé s'il y avait quelqu'un parmi son groupe que Zhai Long connaissait, poursuivant leur conversation tout en essayant d'échapper à Wu Lei, qui se rapprochait. Zhai Long a confirmé qu'il connaissait quelqu'un dans le groupe. Wu Lei a soudainement balancé sa hache sur Cheng Dalai et a crié qu'il allait le tuer. Cheng Dalai a eu du mal à échapper à l'attaque et a essayé d'éviter d'être touché, mais Zhai Long a habilement réussi à esquiver l'attaque avec un petit mouvement. Cheng Dalai a été surpris par les mouvements rapides de Zhai Long. Le cheval a également pleuré de peur après avoir évité l'attaque. Wu Lei, qui était enragé, a demandé avec irritation d'où venait Zhai Long, et il devrait s'écarter de son chemin. Il a ensuite balancé sa hache sur Zhai Long qu'il a évité rapidement. Après cela, Zhai Long ôta ses couvertures pour se révéler. Il a indiqué sarcastiquement que Wu Lei était celui qui se trouvait sur son chemin. En colère contre les paroles de Zhai Long, Wu Lei a poursuivi son assaut. Il s'est précipité pour attaquer Zhai Long, criant à nouveau alors qu'il attaquait Zhai Long en lui disant d'aller en enfer, tandis que Cheng Dalai appelait Zhai Long, lui ordonnant de tuer Wu Lei. Cependant, Zhai Long est resté silencieux, mais Liu Bei est intervenu, exhortant Zhai Long à tuer Wu Lei. Zhai Long a alors réagi et a révélé sa lance, recouverte d'un tissu, et a déclaré avec confiance qu'il couperait la tête de Wu Lei tout en affichant un sourire narquois sur son visage. Le système s'est ensuite affiché, présentant Zhao Zhai Long comme un nouveau personnage, un guerrier débian de haut niveau âgé de 15 ans, connu pour son habileté avec la lance du pèlerin de l'oiseau blanc. D'un autre côté, les anneaux avaient déjà mis en déroute les soldats volontaires de Black Rock City, les dispersant dans toutes les directions. Kai Wu réalisa que Wu Lei avait été encerclé par les bandits des montagnes et il ordonna rapidement à Yida d'envoyer des hommes pour récupérer leurs troupes. Il rallia ensuite le reste des soldats pour aller soutenir le prince. Au milieu de la bataille, du côté de Wu Lei, le chaos faisait rage. Zhai Long, reconnaissant le poids et la puissance de la hache de Wu Lei, savait qu'il ne pouvait pas le combattre de manière imprudente. Alors qu'il se battait en tête à tête avec Wu Lei, Zhai Long élabora une stratégie dans ses pensées, réalisant que la seule façon de contrer le galop incessant de la cavalerie des anneaux était de faire le meilleur usage de leurs avantages et de contourner les inconvénients, et de cette façon faire tomber Wu Lei de son cheval avant qu'il ne puisse lancer ses attaques. Un feu brillait dans l'arme de Zhai Long, et d'un mouvement rapide et intense, Zhai Long bondit vers Wu Lei, l'engageant dans un combat acharné. Dans une démonstration d'habileté et d'agilité, Zhai Long a bloqué les attaques de Wu Lei et a réussi à le frapper plusieurs fois de suite. Zhai Long a commenté avec moquerie les attaques de Wu Lei sans aucun style littéraire. Le visage de Wu Lei devint sombre. Zhai Long a commenté avec dédain le type d'attaque de Wu Lei, le comparant à une bête. Zhai Long a déclenché une puissante attaque connue sous le nom de gust de vent de lance du pèlerin de naissance blanche, s'enveloppant dans un enfer flamboyant et dégageant une puissance intense. Il a fait remarquer que malgré les bêtes sauvages de Wu Lei, elle n'était rien comparée à un chasseur. Zhai Long considérait les efforts de Wu Lei comme un inutile gaspillage de pouvoir et ajouta un sourire narquois après avoir dit cela. Le mouvement de Zhai Long était si rapide qu'il a surpris Wu Lei. Wu Lei pensait que Zhai Long était très rapide. Au moment décisif, Zhai Long s'est rapidement approché de Wu Lei et l'a frappé. Wu Lei serra les dents alors qu'il tentait d'éviter l'attaque, mais un coup hideux de Zhai Long le fit tomber de son cheval avec des éclaboussures de sang. À ce moment-là, le groupe de Wu Lei était arrivé et avait vu ce qui s'était passé et criait le nom de Wu Lei, l'appelant le jeune prince. Les barbares se sont précipités vers la bataille, mais Kinman et les autres leur ont bloqué le chemin. Kinman a alors ordonné à Xiaoyu de les arrêter. Lors de leur affrontement, Zhai Long a frappé l'épaule de Wu Lei, le faisant serrer les dents de douleur et chanceler sous l'impact. Cela a été suivi d'une explosion déclenchée par Zhai Long. Zhai Long poussa un soupir de soulagement, se sentant triomphant, en déclarant avec assurance que la personne qui avait tenté de lui barrer la route avait été renversée. Il a exprimé son intention de poursuivre sa recherche d'une certaine personne. Cheng Dalai, qui se tenait derrière lui, a réagi avec incrédulité, tandis que même son cheval semblait surpris par les paroles de Zhai Long. Zhai Long regarda Cheng Dalai, affichant un soupçon d'impolitesse en lui. Il informa Cheng Dalai qu'il n'était pas l'un de ses subordonnés et qu'il n'était intervenu qu'à la demande de Little Bei, qui était Liu Bei. Cheng Dalai s'est retrouvé perdu dans ses pensées, réalisant que des personnages de haut niveau comme Zhai Long n'en écouteraient pas sans raison, et a ajouté que c'était probablement la même chose que Kinman. Il soupçonnait qu'il devait y avoir une tâche cachée à accomplir. Cependant, ses réflexions furent interrompues lorsque Zhai Long commenta que Liu Bei et les autres devaient être là-bas et se demanda s'il s'était battu avec quelques personnes. Zhai Long tourna alors brusquement son attention vers Cheng Dalai, lui demandant grossièrement d'emprunter son cheval pour un moment. Il a ajouté que le gars du ring, faisant référence à Wu Lei, n'avait pas encore été vaincu et pourrait chercher à se venger de Cheng Dalai.
Zhai Long a averti Chen Dalai que les anneaux étaient sans égal dans le combat à cheval, suggérant à Chen Dalai de ne pas donner à Wu Lei l'opportunité de monter à cheval. Puisque Zhai Long avait blessé le bras droit de Wu Lei et avait l'intention de lui enlever le cheval, il a conseillé à Chen Dalai de céder lui-même. Pendant ce temps, la poussière et la fumée envahissaient les environs de Wu Lei. Il a eu du mal à se relever de l'impact de l'attaque de Zhai Long. Il a montré une expression indignée alors qu'il serrait les dents et taché de sang alors qu'il tentait de reprendre pied au milieu de la bataille intense. Lors de la confrontation sur le pont, Chen Dalai et Wu Lei étaient prêts à engager le combat. Pendant ce temps, Zhai Long, qui était parti avec le cheval de Chen Dalai, a dit quelque chose à Chen Dalai, lui souhaitant bonne chance. Chen Dalai prit une profonde inspiration dans l'air glacial alors qu'il se préparait à lâcher ses épées contre la hache menaçante de Wu Lei, qui tenait fermement son arme. Chen Dalai se précipita rapidement vers Wu Lei, lançant une attaque. En réponse, Wu Lei a menacé de mort Chen Dalai. Wu Lei avait pour objectif d'abattre Chen Dalai avec sa hache. Cependant, Chen Dalai a réussi à éviter de peu d'être touché. Après que l'attaque de Wu Lei ait été évitée, Wu Lei a rapidement lancé une autre attaque, sautant vers lui. Chen Dalai s'est répété à plusieurs reprises qu'il ne devrait pas battre en retraite, et à ce moment-là, il a bloqué l'attaque de Wu Lei. Pendant que Chen Dalai se battait, ses pensées s'emballaient, déterminé à ne montrer aucun signe de lâcheté en face et à ne pas tourner le dos à la bête. L'intensité du combat augmentait à mesure qu'ils échangeaient des attaques, Chen Dalai maintenant une attaque implacable. Les deux hommes ont continué à bloquer et à contrer les attaques de chacun, l'intensité de leur combat acharné augmentant. Wu Lei ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Chen Dalai portait constamment ce regard menaçant sur son visage. En réponse à sa frustration, Wu Lei a nargué Chen Dalai, le qualifiant de bandit canin. Wu Lei a alors balancé sa hache, mais Chen Dalai s'est rapidement esquivé, évitant l'attaque. Dans un moment opportun, Chen Dalai a lancé une frappe, faisant crier de douleur Wu Lei alors que ses mains étaient coupées par les épées de Chen Dalai. Saignant abondamment, Wu Lei tomba au sol tandis que Chen Dalai pointait son épée sur lui. Wu Lei a faiblement traité Chen Dalai de bandit, luttant pour s'asseoir et serrant les dents. Chen Dalai a pris la parole avec fermeté et s'est demandé s'il ne savait pas que voler signifiait se couper les mains, et a ensuite insulté Wu Lei, le traitant de voleur de chevaux. Au loin, les groupes barbares de Wu Lei ont été témoins de tout et l'un d'entre eux a crié le nom de Wu Lei. Mais avant que quiconque puisse réagir, Zhai Long chargea sur son cheval, coupant rapidement Caillou, sur lequel Caillou vomit lui-même du sang. Wu Lei, se sentant impuissant, a crié le nom de Caillou car il ne pouvait rien faire d'autre que regarder de loin Caillou être emmené. Saisissant l'occasion, Wu Lei a laissé échapper sa frustration envers Chen Dalai, puis l'a menacé de mort alors qu'il était sur le point de lancer une attaque. Chen Dalai, impassible, a calmement porté un coup final, faisant couler le sang de Wu Lei sur l'épée de Chen Dalai, tandis que Wu Lei le traitait inconsciemment de bandit. Debout au-dessus de lui, Chen Dalai a demandé à Wu Lei s'il croyait en la justice et a demandé à Wu Lei s'il n'avait jamais entendu parler d'une légende particulière même s'il était en ville depuis longtemps. Wu Lei regarda Chen Dalai avec une expression frustrée, sans répondre. Chen Dalai a continué à parler, soulignant l'importance des personnes justes et la défaite ultime du mal violent par des actes de gentillesse encore plus forts. Il a exprimé sa conviction que lorsque le jour du jugement arriverait, les méchants n'auraient nulle part où se cacher, et que ceux qui méritent de vivre vivraient, tandis qu'il n'y aurait aucun endroit où se cacher pour le mal. Chen Dalai lui a demandé s'il croyait en la justice, ce à quoi Wu Lei a répondu uniquement par une toux. Chen Dalai lui a alors dit de regarder le ciel, tout en pointant son épée vers le ciel. Il lui a demandé quelle était sa hauteur. Il a ensuite regardé la terre tout en pointant son épée vers le bas, demandant à quel point la neige sur la terre était blanche. Il cacha alors son épée dans son fourreau. Chen Dalai dirigea son regard vers la hache, tandis que Wu Lei intervint, la désignant comme sa propre hache et mentionnant son nom, la Storm Tomahawk. Chen Dalai a levé la hache bien au-dessus, rappelant à Wu Lei que c'était son arme, le maudissant d'en avoir revendiqué la propriété. Avec de la colère dans les yeux, Chen Dalai a balancé la hache sur Wu Lei, le sang éclaboussant dans toutes les directions, même vers son visage et ses vêtements. Au milieu du carnage, Chen Dalai a déclaré que la hauteur du ciel, la blancheur de la neige et la propriété de la hache étaient des vérités indéniables qui ne devraient jamais être remises en question. Après une longue journée de combat contre les barbares, le général Lueng inspecta les environs. Il ressentit un sentiment de peur lorsqu'il réalisa que Wu Lei, le jeune prince des barbares du Nord, était mort là-bas aux mains d'un groupe de bandits des montagnes. Le regard du général Lueng tomba sur Chen Dalai, dont le corps était couvert de sang. Ils croisèrent les yeux et le général Lueng prit une gorgée nerveuse dans sa gorge. Chen Dalai s'adressa au général Lueng, lui ordonnant que la tête du voleur de chevaux, qui était Wu Lei, lui serait donnée. Intervint Kinman,
le remerciant pour l'arme et la rendant au général Lueng alors qu'il lui lançait l'arme. Cheng Dalai a alors annoncé à leur groupe qu'ils étaient prêts à partir. Alors qu'ils rentraient chez eux, Cheng Dalai réalisa soudain que le stratège militaire avait disparu. Kinman l'a informé que le stratège se cachait après avoir fourni les chevaux et qu'il était probablement derrière une souche d'arbre devant eux, tandis que le général Lueng les regardait simplement avancer à distance sans intervenir. Après quelques heures, ils atteignirent l'emplacement de Shenji, où Cheng Dalai demanda à Jailong s'il cherchait Liu Bei et ses frères. Jailong a confirmé, et Cheng Dalai a en outre demandé comment ils s'étaient rencontrés en premier lieu. Jailong a répondu que c'était une longue histoire, mais selon le propre récit de Zhao Jailong, il a expliqué que son nom de famille était Zhao et que son prénom était Jailong et non Zhao Yun. Il est né dans la montagne Chang dans le pays de Jianding et avait fui vers le pays de Zhuo à cause de la peste, et ses parents l'avaient confié à la famille de Zhang Fei avant leur mort. Bien qu'il ait été ostracisé par les habitants du pays de Zhuo, il est devenu proche des trois frères de Liu Guangzhang parce qu'il a grandi dans la famille Zhang, notamment en raison de l'admiration de Liu Bei. Plus tard, il a été accepté comme étudiant par un artiste martial nommé Tong pendant 5 ans. 5 ans plus tard, il est retourné dans le pays de Zhuo après avoir appris cet art, mais a appris que les trois avaient rejoint un groupe de bandits des montagnes après avoir commis un meurtre. Il les a ensuite suivis jusqu'ici. Après la narration de Jailong, il a exprimé son intention en déclarant que puisque Liu Bei s'était installé dans le village des crapauds, il le rejoindrait également et demanderait conseil aux autres à l'avenir. Cheng Dalai l'a accueilli avec plaisir. Kinman a exprimé sa gratitude à Jailong pour les avoir sauvés, reconnaissant que sans son aide, il n'aurait pas pu les nettoyer. Jailong a déclaré avec assurance que le courage dépassait la peur de la vie ou de la mort. Xiaoyu a loué les compétences de Jailong, lui a tapoté l'épaule et a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que Jailong soit un si bon combattant à un si jeune âge, et lui a demandé comment il avait fait. Jailong a répondu que si le cœur de Xiaoyu n'avait pas peur, il pourrait réaliser presque tout. Zhang Fei admirait le courage de Jailong, remarquant qu'il oserait affronter même un millier de soldats, qu'il aurait osé percer. Jailong a répondu avec confiance que la lance était comme un coup de tonnerre qui brillait à travers le foie et les intestins. Cheng Dalai observa Jailong, trouvant ses paroles à la fois étranges et familières. Il bloqua momentanément le chemin de Jailong, contemplant silencieusement ses pensées. Jailong s'est excusé et a mentionné que Cheng Dalai avait été sur son chemin, ce qui a amené Cheng Dalai à changer d'expression et à penser que Jailong avait une haute estime de lui-même. Finalement, Cheng Dalai a changé de sujet et a posé des questions sur l'arme de Xiaoyu, mais Xiaoyu a rejeté la réponse. Cheng Dalai ne devrait pas s'en inquiéter car il ne s'agissait que d'une arme ordinaire et il pourrait simplement en obtenir une nouvelle. L'esprit de Cheng Dalai errait alors qu'il réfléchissait aux événements de la bataille. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer que les anneaux n'étaient constitués que de dizaines de cavaliers, et pourtant ils avaient réussi à semer la peur chez des centaines de personnes dans la région. Cheng Dalai envisageait la possibilité d'une plus grande invasion des anneaux, semblable à ce qui s'était produit il y a 30 ans. Il se demandait si l'Empire serait capable de résister à la cavalerie de l'anneau. Se souvenant de ses discussions avec Xingjai, Cheng Dalai s'est souvenu du problème persistant auquel étaient confrontés les soldats Wu depuis des années. Certains préconisaient la formation de quadrilatères d'infanterie et l'utilisation de soldats lourdement blindés pour repousser l'attaque de cavalerie de l'anneau. D'autres préconisaient de défendre la ville même si les anneaux pouvaient bien galoper. Il n'avait toujours pas été facile d'attaquer la ville. Certains avaient également suggéré de se concentrer davantage sur l'amélioration des compétences de la cavalerie, mais l'Empire manquait de chevaux de qualité et de cavaliers qualifiés. En fin de compte, Cheng Dalai a conclu qu'il y avait peut-être une meilleure solution. Tout comme lors de la bataille de ce jour-là, les anneaux n'étaient pas si invincibles. Après avoir réfléchi, Cheng Dalai s'est souvenu de quelque chose et l'a présenté à Zhang Fei. Zhang Fei a été surpris et a demandé à Cheng Dalai où il l'avait obtenu. Zhang Fei a alors reconnu le livre comme un héritage perdu de sa famille. Cheng Dalai a répondu sur un ton d'interrogateur, demandant à Zhang Fei s'il n'avait jamais entendu parler des dieux qui lui avaient accordé leurs compétences. Pendant ce temps, à l'extérieur de Black Rock City, les soldats volontaires ont informé le général Lueng qu'ils avaient récupéré le dernier cadavre des barbares. Le général Lueng a ordonné à ses troupes de partir. Cependant, leur départ fut interrompu par le bruit qui approchait venant de derrière. Les bruits devinrent plus forts alors que Yid et les autres barbares lancèrent une attaque sur leur position. La panique et la peur ont envahi les soldats lorsqu'ils ont assisté à l'arrivée des sonneurs. Ils criaient de terreur en évoquant les sonneries. Certains soldats appelèrent à la retraite, mais avant de pouvoir s'échapper, ils se retrouvèrent encerclés par les barbares. Les barbares massacrèrent tous les soldats sur leur passage, et malgré leurs efforts, les soldats de Black Rock City furent débordés.
Il a été révélé que le sombre résultat était que plus d'une centaine de membres des Anneaux avaient brutalement massacré les volontaires de Black Rock City et que le corps de Ullé avait été repris. Pendant le chaos, le général Lueng a réussi à fuir vers Black Rock City avec seulement 30 cavaliers. Dans la montagne Qin GMU, White Wolf a confronté Gao Feibao, remettant en question ses intentions. Gao Feibao, qui n'est pas du genre à mâcher ses mots, a rétorqué en demandant pourquoi White Wolf avait pris la peine de demander alors qu'elle connaissait déjà les réponses. Il a déclaré qu'il laisserait les affaires et qu'ils épargneraient la vie de White Wolf. Les deux parties étaient engagées dans une confrontation puisque Gao Feibao et ses complices avaient réussi à piéger le bandit Apricot Blossoms. Les esprits se sont enflammés lorsque White Wolf a commencé à brandir ses épées et à critiquer Gao Feibao pour son manque de considération alors qu'ils travaillaient dans le même secteur d'activité. Gao Feibao a répondu à une question sur la moralité de toute personne impliquée dans le banditisme en montagne et a exprimé sa réticence. Pour aggraver les choses, Gao Feibao a demandé si elle le forçait à tuer quelqu'un ce jour-là, visiblement irrité. White Wolf a répondu qu'il avait déjà fait le pire. Gao Feibao a indiqué avec irritation que White Wolf ne devrait pas l'accuser d'être cruel envers elle. La tension a été momentanément interrompue lorsque Cheng Dalai est intervenu et a remis en question l'agitation en cours. Gao Feibao, frustré par l'interruption, leur a dit avec irritation que Tiger Village y faisait des affaires. Avant qu'il ait fini ses mots, ses menaces ont été arrêtées lorsqu'il a réalisé qu'il s'agissait de Cheng Dalai. Soudain, Gao Feibao, changeant de sujet, a exprimé sa surprise face à la présence de Cheng Dalai. Cheng Dalai, se grattant nonchalamment le visage, expliqua son besoin de rentrer chez lui. Dans une tournure inattendue des événements, White Wolf a demandé l'aide de Cheng Dalai, laissant Gao Feibao et son groupe perplexes face à cette alliance soudaine. Cheng Dalai a cependant rappelé à Gao Feibao les conséquences potentielles et le non-respect des règles associées à une décision précipitée, en l'exprimant avec une expression vide. Gao Feibao, se sentant pris au dépourvu, ne pouvait que regarder Cheng Dalai avec embarras. Il a ensuite déclaré avec défi qu'il n'y aurait plus de vol. Après un moment de silence, White Wolf a exprimé sa gratitude à Cheng Dalai pour son intervention et a promis de lui rendre sa gentillesse une autre fois. Cheng Dalai a déclaré qu'il voulait donner son corps, mais avant de terminer, il a ensuite tenté de changer de sujet et a demandé comment White Wolf avait fini par se faire voler par Gao Feibao. White Wolf, avec une expression timide, hésita à poursuivre son explication. Gao Feibao, de plus en plus méfiant, a exprimé avec colère son ignorance de la façon dont elle avait réussi à voler le fils de la famille Jia et à acquérir une somme d'argent importante. Il a montré sa frustration et a souligné la lutte quotidienne, évoquant l'époque où il ne mangeait que des légumes dans la ville et luttait pour trouver des cibles. Il a souligné qu'ils étaient constamment bloqués et pourchassés par les militaires. Sa frustration était évidente alors qu'il serrait les dents en parlant. De plus, il a mentionné qu'il pouvait à peine sortir de la ville. Cependant, son irritation s'est intensifiée lorsque White Wolf a commencé à se vanter, l'amenant à interroger Cheng Dalai sur le malheur du vol dû à White Wolf. Pendant ce temps, alors qu'ils étaient à Black Rock City, White Wolf a astucieusement utilisé son charme fascinant pour les voler. Elle a interrogé Gao Feibao sur le montant d'argent qu'il avait gagné, ce qui a amené d'autres membres du groupe Apricot Blossom Bandit à commenter les objets de valeur qu'il pourrait acquérir. Revenant au présent, Cheng Dalai a critiqué White Wolf pour ses remarques irresponsables et sarcastiques et a noté que Gao Feibao était déjà mécontent. White Wolf a répondu en riant de manière incontrôlable, semblant quelque peu timide. Gao Feibao a rejeté la tentative de Cheng Dalai de paraître juste. Il l'a accusé de prétendre être une bonne personne. Il a ensuite interrogé Cheng Dalai sur leurs résultats cette fois-ci. Cheng Dalai a répondu avec confiance qu'ils avaient réalisé un plein profit. Gao Feibao s'est moqué en exprimant son scepticisme et en laissant entendre que Cheng Dalai exagérait leur succès. Pendant ce temps, dans le village des crapauds, San Yuan se tenait dans la tour de guet alors qu'il observait la situation, quand soudain une flèche frappa la tour, le surprenant. Il a alors crié aux intrus. San Yuan, qui se sentait irrité, s'est adressé à Gao et a exprimé sa frustration de recourir à la violence au lieu d'avoir une discussion. Guan Yu se tenait à côté de San Yuan. Gao a répondu calmement, exhortant le manager Wang à comprendre qu'ils essayaient tous de gagner leur vie et lui demandant d'ouvrir la porte, promettant de ne faire de mal à personne. San Yuan proposa d'attendre le retour de Cheng Dalai avant de poursuivre la discussion. Gao, perdu dans ses pensées, rejeta la suggestion, sachant que si Cheng Dalai était présent, il ne pourrait pas détruire le village des crapauds. Pendant ce temps, tous les villages de la montagne Qingnu, y compris le village des tigres, la forêt des sangliers, la pente chauve, la crête de la tête de chien, le double ours et la crête des abricots, ont tenté d'attaquer le village des crapauds. San Yuan,
réalisant la gravité de la situation, fut effrayé à l'idée de tous les bandits des montagnes convergeant vers leur village. Gao a averti San Yuan qu'il n'avait que 10 secondes pour ouvrir la porte et se rendre, sinon il s'engagerait dans un combat contre eux. Alors que Gao commençait le compte à rebours, San Yuan se tourna vers Guan Yu et exprima sa peur tout en demandant conseil. Guan Yu, apparemment peu impressionné par les bandits, les a comparés à des chiens et des chats alors qu'il montrait sa confiance face à eux. San Yuan a mentionné à Guan Yu que Gao Fei, qui était le mot roi sur son front, montait le cheval noir. Gao Yu a répondu, considérant Gao comme un marqueur vendant sa tête. Gao les surveillait silencieusement au loin. San Yuan s'interrogea et ressentit le même sentiment familier en regardant Guan Yu pendant que Gao continuait le compte à rebours. Il a interrogé avec méfiance Guan Yu sur ses compétences et l'a exhorté à les montrer. Il a suggéré que Guan Yu devrait révéler ses véritables capacités plutôt que d'essayer de maintenir une façade professionnelle alors que le décompte de Gao atteignait le numéro 7. Au milieu du chaos à l'extérieur du village des crapauds, Cheng Dalai, Gao Fei Bao et White Wolf avaient une conversation. Cheng Dalai n'a pas pu s'empêcher de critiquer White Wolf tout en soulignant l'ironie d'un bandit des montagnes qui a failli être lui-même victime d'un vol. Il remettait en question la situation d'un ton sarcastique et se demandait à voix haute si ce n'était pas humiliant pour White Wolf de se rendre dans la ville noire pour voler, pour ensuite se faire voler leur cheval en retour. Lorsque Cheng Dalai et son groupe sont arrivés devant leur village, il a été témoin de la présence de bandits, se demandant pourquoi ils étaient là et ce qu'ils faisaient. Soudainement, les points de peur atteignirent brusquement des centaines. Gao se demandait pourquoi Cheng Dalai était revenu à un moment donné. Confus par les points de peur qu'il a reçus et par les réactions des bandits, Cheng Dalai s'est demandé pourquoi ils avaient peur alors qu'ils n'avaient encore rien fait. San Yuan, qui se trouvait à la tour de guet, a alerté Cheng Dalai que l'intention des bandits était de voler leur village. Alors que les bandits lançaient une attaque, Cheng Dalai ordonna à Kinman et Selon d'agir. Ils ont pointé leurs armes sur Gao Fei Bao et White Wolf. Selon a ensuite pointé sa lance sur Gao Fei Bao, qui lui a sévèrement demandé de se comporter, tandis que Kinman a fait de même avec White Wolf. White Wolf fut surpris par l'attaque soudaine et commença à appeler Cheng Dalai, soulignant qu'ils étaient tous du même côté. Cheng Dalai a rejeté sa remarque, accusant Apricot Ridge d'avoir tenté de voler son village. Il a remis en question les motivations de Gao, car ils avaient toujours été en bons termes. Gao a supplié Cheng Dalai de ne pas lui en vouloir et a réitéré qu'ils avaient tous essayé de gagner leur vie. Cependant, Cheng Dalai n'a pas cru à son explication, demandant s'il avait volé son village simplement pour gagner leur vie. D'une manière pragmatique, Cheng Dalai a clairement indiqué que la vie de son ami était entre ses mains. Il leur a demandé de quitter le village s'ils voulaient qu'ils vivent et lui a suggéré de faire comme si de rien n'était. S'ils choisissaient de ne pas être d'accord, Cheng Dalai menaçait de poignarder leur ami avec une lance et lui disait qu'il pouvait également se battre avec, affirmant qu'il n'avait aucune raison de les craindre. À la périphérie du village de Toad, l'esprit de Gao s'inquiétait alors qu'il se demandait comment son frère Gao Fei Bao s'était retrouvé entre les mains de Cheng Dalai. Quiran a déclaré à Gao qu'aucun gentleman n'avait un esprit mesquin et qu'aucun véritable homme n'était sans venin. Les choses avaient atteint un point où ils ne pouvaient qu'être impitoyables envers leur cœur. En réponse, Gao a rejeté avec frustration l'idée d'une action impitoyable, soulignant que c'était son frère. Tandis que Gao Fei Bao, qui venait d'entendre ce que Quiran avait dit, le maudissait avec irritation et menaçait Quiran d'être puni à son retour. Cependant, Quiran resta impassible, regardant Gao Fei Bao d'un air vide. Sentant l'hésitation de Gao, Cheng Dalai intervint et lui proposa de l'aider. Levant le doigt, il fit une annonce à toutes les personnes présentes, annonçant que quiconque pourrait lui apporter la tête de Gao devrait se manifester. Zhang Fei, rempli de fierté, se vantait de sa capacité à prendre la tête d'un général parmi une armée massive de 10 000 hommes comme s'il avait mis la main dans sa propre poche. De plus en plus irrité par l'arrogance de Zhang Fei, Cheng Dalai tenta de le calmer. Pendant ce temps, Jailong s'avança. Il a déclaré qu'il prendrait la tête de Gao. Avec des mouvements précis, il se fraya facilement un chemin tandis que les bandits s'enfuyaient dans les airs. Avant que Gao ne puisse bouger, Jailong l'avait déjà coupé, utilisant ses formidables capacités de combat. Quiran, témoin des compétences de Jailong, fut stupéfait, incapable de comprendre l'existence d'un guerrier aussi talentueux dans le monde. Accablé par la peur pour la sécurité de son frère, Gao Fei Bao a crié à Gao en l'appelant Big Bro. Gao, bien que blessé, a rassemblé ses forces pour assurer à Gao Fei Bao qu'il allait bien. Il a exprimé sa gratitude à Cheng Dalai pour lui avoir épargné la vie et l'a exhorté à gravir la montagne. Alors que les bandits ouvraient désormais la voie, Cheng Dalai commença son voyage jusqu'au village des crapauds. Gao a appelé Cheng Dalai, tandis que Gao Fei Bao, affichant une expression triste, a appelé son grand frère.
White Wolf a supplié Chen Dalai, le traitant de petit garçon, doux ou plus doux. Alors que Gao suppliait désespérément Chen Dalai de libérer Gao Fei Bao, Chen Dalai répondit, assurant à Gao que Gao Fei Bao resterait avec lui pendant quelques jours mais promettant de le rendre un jour. Rempli de colère, Gao dirigea sa frustration vers Chen Dalai, lui lançant des regards accusateurs. Chen Dalai a interrogé calmement Gao, lui suggérant de venir sur sa montagne en tant qu'invité. Gao est devenu frustré et a exprimé sa position. Il a mentionné que si Chen Dalai voulait garder Gao Fei Bao, il le laisserait rester dans le village des crapauds pendant quelques jours. Mais il a prévenu Chen Dalai que si quelque chose arrivait à Gao Fei Bao, il n'hésiterait pas à se battre. Chen Dalai jeta un coup d'œil à Gao derrière lui. Il a déclaré que même si Gao se battrait, cela ne garantissait pas que Gao gagnerait. À l'intérieur du village des crapauds, désormais enveloppé dans l'obscurité de la nuit après les événements précédents, Liu Jai s'est approché de Chen Dalai, lui suggérant de tremper ses pieds dans l'eau chaude avant de prendre un bain, tandis que Chen Dalai était assis, absorbé par la lecture d'un grand morceau de papier. Chen Dalai marmonna pour lui-même, déclarant que le monde n'avait pas de sens, les yeux fixés sur le grand papier. Curieux, il s'est tourné vers Liu Jai et lui a demandé pourquoi elle pensait que les bandits se liguaient contre eux, alors qu'il avait toujours pensé qu'il était une bonne personne. La réplique de Liu Jai impliquait que la raison du recours au vol était le manque de revenus, a-t-elle déclaré en pressant la serviette. Chen Dalai, après avoir réfléchi à sa remarque, a demandé avec déception qu'ils aient été volés simplement parce qu'ils ne pouvaient pas gagner leur vie. Il a souligné l'injustice de leurs actions comme raison. Chen Dalai a juste soupiré et a gentiment renvoyé Liu Jai, disant qu'il n'était pas nécessaire de le servir à ce point tout en lui tapotant la tête. Dans un geste de compassion, Chen Dalai a demandé à Liu Jai d'apporter une autre casserole d'eau chaude afin qu'ils puissent tremper leurs pieds ensemble. Il lui a conseillé de prendre une douche et de se reposer tôt à cause du froid extérieur, pendant qu'il lui prenait la serviette des mains. Liu Jai suivit docilement ses instructions. Quelques minutes plus tard, avec les pieds de Liu Jai réchauffés dans l'eau chaude, elle s'est assise à côté de Chen Dalai, son visage affichant sa satisfaction. Tandis que ses pieds trempaient dans l'eau chaude, Liu Jai exprimait timidement son réconfort. Elle est tombée sur ses paroles en appelant Chen Dalai et a dit qu'elle avait un peu froid. En réponse, Chen Dalai a suggéré qu'elle pourrait se pencher un peu, mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Liu Jai s'est rapidement penché. Son visage est devenu complètement rouge, affichant son visage ravi. Dans une zone de la montagne Qingnu, Chen Dalai a suivi Kinman dans son voyage et ils ont tous deux gravi la montagne. Chen Dalai a demandé à Kinman ce qu'il devait faire. Kinman s'est retourné vers Chen Dalai et lui a conseillé d'éviter de causer des problèmes. Chen Dalai se tut. Kinman a continué, avertissant Chen Dalai d'être prudent et de ne pas déranger les ours dans leur tanière. Il a déclaré qu'il suffisait d'attraper des cerfs et des lapins. Chen Dalai a demandé s'il était facile à attraper, ce à quoi Kinman a répondu que ce n'était pas facile du tout. Alors qu'ils traversaient la montagne, ils tombèrent sur un trou dans le sol. Chen Dalai a demandé à Kinman de l'examiner de près, curieux de connaître l'animal chargé de le creuser. Kinman a répondu calmement qu'il avait été creusé par une personne. Chen Dalai a exprimé sa surprise, se demandant pourquoi quelqu'un creuserait et s'il n'avait pas peur de se geler les mains. Kinman a expliqué que malgré l'apparition de la neige recouvrant la montagne, de nombreuses plantes continuaient de pousser sous la neige et pouvaient remplir l'estomac. Il a mentionné qu'il avait l'habitude de creuser pour se nourrir dans le passé, mais qu'il n'en avait plus besoin. Chen Dalai a demandé s'il recherchait du ginseng, ce à quoi Kinman a précisé qu'il recherchait du ginseng de base. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, Chen Dalai et Kinman ont rencontré un enfant et une mère. Chen Dalai les a interrogés, leur demandant si c'était eux qui avaient creusé les trous. Il leur a demandé d'où ils venaient, le village. Ému par leur situation, Kinman a offert une miche de pain aux sans-abri. L'enfant le reçut avec empressement et le mordit, puis le montra à sa mère, et elles partagèrent le pain en deux en s'embrassant. Chen Dalai et Kinman ont poursuivi leur exploration, laissant derrière eux leurs empreintes dans la région. Chen Dalai a jeté un coup d'œil vers les sans-abri, qui ont exprimé leur gratitude silencieuse sans prononcer un mot. Le jeune enfant commença à manger le pain. L'expression de Chen Dalai se durcit, sa détermination de plus en plus forte. Après ce moment, dans la prison de Toad Village, White Wolf et Gao Fei Bao se sont lancés dans une partie de dés animés. White Wolf réclamait avec impatience des chiffres plus importants, tandis que Gao Fei Bao préférait des chiffres plus petits. Avec enthousiasme, White Wolf a célébré sa victoire, elle a déclaré qu'elle choisissait toujours les plus grands nombres. Gao Fei Bao, avec un sourire narquois sur le visage, a reconnu le résultat. Son regard se fixa momentanément sur la poitrine de White Wolf, tandis qu'une autre personne à côté de Gao Fei Bao déclarait qu'il devait rester résilient. Sans se laisser décourager,
White Wolf a exigé un autre tour de jeu. Cependant, leur jeu a été interrompu lorsque Cheng Dalai est apparu de manière inattendue dans la prison, commentant leur jeu animé et exprimant s'il pouvait les rejoindre. Mais il a déplacé le sujet en annonçant qu'il avait de bonnes nouvelles pour eux. Il a décidé de libérer certains d'entre eux en premier et a souligné que les autres resteraient enfermés en fonction de leur comportement. Il demanda lequel d'entre eux voulait partir le premier. Gao Febao et son peuple ont commencé à discuter de la situation,